Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons aborder la polychromie architecturale. Les contraintes matérielles et techniques et les considérations symboliques n'expliquent pas seuls les choix architecturaux. Les particularismes géographiques à grande ou à petite échelle ont exercé dans le passé et conservent en partie aujourd'hui une influence essentielle. En témoignent par exemple la couleur et le décor des bâtiments. Donald Judd déclarait « La couleur en architecture a commencé et s'est terminée avec Desire ». D'abord et après, elle a été utilisée comme décoration, puis comme couleur discrète des matériaux. En lisant cette phrase, nous pourrions penser que la couleur a joué un rôle minime dans l'histoire de l'architecture. Il n'en fut rien. Les premières couleurs viennent de la nature. Les hommes préhistoriques utilisaient déjà des ocres rouges, des terres de manganèse renforcées de charbon et de sanguine pour peindre les parois des grottes. Plus tard, les artisans utilisèrent du lait de chaux pour blanchir ou colorer les murs des maisons avant d'appliquer toutes sortes d'enduits, pigments, peintures, etc. Dans l'Antiquité, il était d'usage de peindre tout ou une partie d'une ou plusieurs couleurs les monuments importants. Les architectes égyptiens se servent très tôt de couleurs pour rehausser la beauté de leurs monuments. Les motifs d'ornementation consistent tantôt en des dessins géométriques de pure fantaisie, carrés, losanges, billettes, imbrications, zigzags, fleurons, tantôt en des figures d'animaux ou de végétaux. Quelquefois, des teintes plates, rouges, bleues, jaunes, vertes, alternent seules dans les décorations. Les Perses, les Assyriens et les Babyloniens font également usage de la polychromie, donnant à leur édifice les nuances les plus éclatantes et les plus splendides. Chez les Grecs, l'application des couleurs sur les monuments se pratique à chaque grande époque. Dès le temps où seul le bois entre dans la construction des palais et des temples, les Grecs emploient la peinture pour assurer la conservation des édifices. Par la suite, ils continuent d'orner de peinture non seulement les plafonds et les charpentes, mais aussi les murailles, les colonnes, les architraves, les métopes, les corniches, surtout dans l'architecture dorique. Les Romains cultivent aussi la polychromie, mais d'une manière plus restreinte, en appliquant ce système que dans l'intérieur des édifices. Ce n'est que lorsqu'ils commencent à faire usage du stuc qu'ils le revêtissent de peinture à l'intérieur comme à l'extérieur. Les artistes chrétiens du Moyen-Âge tirent également quelquefois parti de la polychromie, surtout pendant la période romane et les premiers siècles de la période gothique. La perte de cette polychromie fait oublier qu'elle a joué un grand rôle dans l'esthétique des édifices religieux. Pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, il est communément admis que les églises doivent être entièrement peintes à l'intérieur et la peinture architectonique atteint son apogée au XIIe siècle en France. Avant cette époque, la peinture est appliquée soit sur la pierre même, soit à fresque sur un enduit couvrant les murs en maçonnerie. Ce genre de décoration se perfectionne sous l'influence d'artistes byzantins venus en France au IXe siècle. À partir du XIIe siècle, l'univers chromatique se construit dans le monde occidental autour de 6 couleurs fondamentales et des demi-teintes, celles qui ne portent pas de force symbolique chrétienne et dont le nom fait référence à un élément naturel. Le violet et le rose évoquent la fleur, l'orangé qui évoque le fruit, le marron qui évoque la graine et le gris qui a un statut à part. Les motifs de l'ornementation prennent une variété extrême. Cette polychromie existe aussi bien dans les édifices prestigieux que dans les plus modestes. Lorsque le commanditaire en a les moyens, les édifices sont intégralement colorés. On renonce à la peinture extérieure de l'architecture à compter du XVIe siècle. L'Italie est l'une des seules nations d'Europe qui ait expérimenté à la fin du Moyen-Âge et au commencement de la Renaissance une harmonie de plusieurs couleurs en architecture. Il s'agit surtout d'un jeu de 2 teintes, le blanc associé au marbre vert ou noir ou à du gris. Le décor des monuments de pierre de taille, si usité à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, ménage la part belle à la sculpture. Des reliefs incrustés, résultat du plaquage d'éléments antiques, tels ceux retrouvés à la Villa Médicis à Rome, et beaucoup plus généralement par la suite, des statues créées spécialement à cet effet. Je vous donne 3 exemples de la Renaissance italienne. La façade de Santa Maria Novella à Florence, datant de 1470, œuvre de Léon Battista Alberti.
L'église, gothique, avait commencé à être parée d'un revêtement de marbre blanc et noir au XIVe siècle. En 1470, l'architecte Alberti systématise ce décor sur la façade. Il réalise le portail classique avec ses colonnes, couvre le haut de la façade ainsi que les volutes des côtés. L'église Santa Maria della Salute à Venise, datant de 1631-1687, œuvre de Baldassare Longhena. Basilique votive édifiée en l'honneur de la Vierge après la fin d'une terrible épidémie de peste, la Salute ne fut achevée que 5 ans plus tard, après la mort de son architecte Longhena. L'originalité du bâtiment, par ailleurs à plan central, réside dans son décor plastique, ses longues oreilles, orecchioni, autrement dit les volutes et les statues qui en couronnent les spirales. La façade de la Villa Médicis à Rome, datant du milieu du XVIe siècle, œuvre de Giovanni et Annibale Lippi. Édifiée sur les terrains où le riche romain Lucullus avait sa demeure, la villa accueille des artistes depuis le XIXe siècle. Sa façade est décorée des restes de reliefs et d'inscriptions exhumées, notamment lors de sa construction. Les peintures extérieures cèdent le pas aux matériaux émaillés. Au XVIIe siècle, les architectes cherchent à donner à l'édifice des effets colorés à l'aide d'un mélange de briques et de pierres, parfois de faïence appliquée. Au XVIIIe siècle, le manque d'entretien des églises laisse s'effacer cette polychromie et l'ignorance du passé font sombrer les édifices peints dans l'oubli. Cet art ne tombe cependant jamais en désuétude. L'archéologie permit la redécouverte de la polychromie architecturale grâce à l'étude des monuments antiques, surtout en Grèce et en Sicile. De jeunes architectes portèrent un vif intérêt à ces recherches et tentèrent de les reconstituer avec quelque maladresse. En 1841, Jacques Hittorf édifia le premier bâtiment parisien polychrome, le Cirque des Champs-Élysées. Ensuite, en 1852, il conçut le cirque d'hiver en intégrant en façade une évocation au Panathénée. La frise et la polychromie extérieure furent pensées pour attirer le regard et mettre en avant la gaieté qui sied à un lieu de représentation. Ces tentatives seront vivement critiquées. Comme l'explique Charles Garnier, l'auteur du célèbre opéra parisien, les gens manquent d'habitude et considèrent dérangeante la nouveauté des façades peintes, alors que les intérieurs richement décorés étaient d'usage. Ce dernier chercha à éduquer le regard des Parisiens en construisant une polychromie raisonnée, destinée à clarifier la composition et à manifester la vocation du bâtiment. Quant à Viollet-le-Duc, il estimait que cette polychromie monumentale n'était pas transposable à son époque en raison de la modification du regard. Sa théorie rationaliste et analytique, inspirée de l'architecture gothique, prend peu en compte la couleur. Pour lui, la couleur doit rester à l'intérieur des édifices, comme en témoigne la restauration d'édifices datant du Moyen-Âge. Cette tendance va faire émerger un regard nouveau sur l'architecture au XXe siècle, avec notamment l'assimilation de la couleur comme décoration obsolète dans la pensée d'Adolphe Loos et de ses successeurs. Il estimait que le principal danger de la polychromie peinte était de négliger ce qui n'était plus visible, ce qui était derrière le masque coloré, le bâti. La couleur a ici une connotation négative qui dévalorise la matière. Les éléments colorés doivent devenir silencieux, discret ou naturel. Dans le moulin Meunier, construit entre 1869 et 1872, Jules Saulnier respecta cet axiome. La structure métallique du bâtiment est apparente. Les poteaux et les treillis de contreventement dessinent le décor de l'enveloppe. La liberté chromatique se trouve sur les briques de remplissage. Briques naturelles, briques grises teintées avant cuisson et briques émaillées créent un jeu de nuances et de teintes. En Allemagne et en Autriche, les ornements orientaux construits avec l'arabesque et les entrelacs sont à la fin du XIXe siècle en vogue. Lors de la construction de l'Oppenheim et de l'Opéra de Dresde, Gottfried Samper refusa de colorer les façades, restreignant à intégrer la couleur uniquement dans les intérieurs. Le plaquage d'éléments colorés sur une façade n'était pas ce qu'il considérait être le modèle classique antique. Pour Samper, la polychromie méritait mieux. Sa vocation était de métamorphoser en son cœur l'édifice préexistant. Après le rejet de l'ornement au début du XXe siècle, la couleur devint source de débat, avec la naissance du mouvement moderne dont certains membres prônent une utilisation audacieuse de la couleur,
et dont d'autres défendent une architecture blanche. L'architecte Brunotto est un pionnier dans la coloration des édifices. Selon lui, la couleur améliorait la vie quotidienne des citadins. Je cite « Nous ne voulons plus construire de maisons tristes. La couleur, c'est la joie de vivre. Et comme elle n'est pas aussi chère que les décorations en moulure et en relief, on peut la donner avec peu de moyens. » Tho défendait l'utilisation de couleurs intenses comme le rouge, le vert, l'ocre ou le violet. Il réalisa ainsi, entre 1912 et 1914, la première mise en couleur d'un ensemble d'habitations, la cité Jarlin berlinoise de Falkenberg. Les façades sont colorées en rouge, en marron, en vert olive ou en bleu, individualisant les différents bâtiments. La couleur, selon lui, permettra aux habitants de s'approprier leur logement plus rapidement. Avec le Bauhaus, Walter Gropius oppose au blanc pur la couleur comme expression d'une utopie sociale. Il défend cependant l'idée d'un extérieur quasi exclusivement blanc, les variations de couleurs se jouant selon lui plutôt à l'intérieur. Tandis que certains prônent l'emploi de la couleur, d'autres défendent une architecture blanche. Et cette idée s'imposera progressivement, notamment à l'occasion de l'exposition de Witzenhof à Stuttgart en 1927, pour laquelle un ensemble complet de logements fut construit par 17 architectes de l'avant-garde européenne sous la direction de Mies van der Rohe. La Villa Savoy de Le Corbusier, la Villa Tugendhat de Mies van der Rohe, les maisons de Loos reflètent bien cet état d'esprit. Cette idée est le fruit d'une réflexion de Henry Russell Hitchcock et Philip Johnson. Je cite, « Dans le domaine de la couleur, la règle générale est d'en user avec mesure. Dans les premiers temps du style contemporain, l'emploi de couleurs vives a eu pour intérêt d'attirer l'attention sur le nouveau style. Mais il n'a pas pu rester longtemps attrayant. Il a cessé de surprendre et il a commencé à ennuyer, sa netteté et sa fraîcheur mécanique étant rapidement devenues de mauvais goût. Si on ne veut pas que l'architecture ressemble à un panneau d'affichage, la couleur doit rester uniforme, tant sur le plan technique que psychologique. » Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe doit faire face à l'impératif et aux urgences de la reconstruction. Le béton reste brut et le débat sur la couleur passe au second plan. Dans les années 1950, une certaine architecture internationale se généralise à l'excès, jusqu'à la saturation. La critique postmoderne viendra dans le milieu des années 1960. On ressuscite alors des formes du passé, colonnes, frontons, etc. Et la différence par rapport au style international, dépouillé et minimaliste, se fait aussi par l'apport de couleurs, comme dans le quartier Schützenstrasse d'Aldo Rossi, construit à Berlin. En 1977, lorsque le centre Georges Pompidou émerge avec ses tuyaux peints de couleurs vives et exposés au grand jour, une polémique violente se déclenche. Notre-Dame de la tuyauterie, Pompidoléum, hangar de l'art, usine à gaz, raffinerie de pétrole, verrue d'avant-garde, les qualificatifs ne manquent pas. Ce que l'on sait moins, c'est que les solutions initialement usagées étaient le mariage d'un marron et d'un bleu clair, couleur de la terre et du ciel. C'est sur une proposition de l'artiste Jean de Waanne, et en accord avec les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, que ces couleurs vives ont été retenues et intégrées à la maquette définitive du bâtiment. Dans le projet réalisé, les couleurs sont surtout visibles sur la façade est du bâtiment, où elles permettent d'identifier la fonction des différents tuyaux. Bleu pour l'eau, vert pour l'air, jaune pour l'électricité et rouge pour tous les éléments de circulation comme les ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques. En ce début de XXIe siècle, Patrick Bouchain revisite les idées de Brunotto à Boulogne-sur-Mer à l'occasion de la rénovation de 60 maisons locatives sociales. À Pantin, Pierre Di Giulio redonne des couleurs aux 3 hectares de façade du Serpentin, ensemble sinueux de 550 logements construits par Émile Eyot. Au Burkina Faso, Diébedo Francis Kéré fait dialoguer la construction en terre crue avec la couleur. Aujourd'hui, la couleur n'est pratiquement plus un motif de dispute. Pour mieux appréhender l'emploi de la couleur dans l'architecture, il faut d'abord assimiler un concept. Matière, couleur, lumière. Pour être comprise, une couleur a besoin d'une source d'énergie lumineuse, d'un objet modulateur sur lequel tombe cette énergie, et d'un organe récepteur, c'est-à-dire l'homme. C'est donc à ces 3 conditions que la couleur existe et la lumière en est la composante essentielle. Sans elle, il n'y a pas de couleur.
Selon les régions, le choix d'un matériau de construction se fait souvent en fonction de la lumière. En Grèce, par exemple, les maisons sont blanches, pour notamment se prémunir de la chaleur. L'architecture entretient un lien intime entre la forme de l'édifice, le choix des matériaux et les couleurs qui en découlent. Adolf Loos tenta de prouver que la couleur n'était pas décorative, mais accompagnatrice de la matière et de l'usage. La polychromie que génère Loos est alors une polychromie d'accompagnement qui s'immisce discrètement dans les parois réfléchissantes. L'American Bar, près de la Kartnerstrasse, à Vienne, montre comment l'architecte chercha à moduler l'architecture grâce à l'harmonisation de matériaux nobles, porteurs de couleurs étudiées. À l'extérieur, des blocs de marbre noir, blanc et rose. À l'intérieur, un marbre gris, vert et du bois de corail brun. Le plafond en plaques de marbre gris-blanc forme un caisson. Le mur au-dessus de la porte est entièrement fait de plaques d'onyx translucides brun-jaune. L'abandon des ornements contraste avec la richesse des matériaux. En outre, grâce aux nuances du marbre, la décoration n'est plus artificielle, mais naturelle. En plaçant le besoin et l'usage au centre de l'édifice, Loos développe un mode de conception endogène, c'est-à-dire de l'intérieur d'un espace vers l'extérieur de l'édifice. En effet, la couleur doit prendre en compte l'environnement existant. Jusqu'au début du XXe siècle, la couleur de l'architecture de nos régions était essentiellement liée à l'utilisation de matériaux locaux. C'est ce qui engendrait une identité forte pour chacune d'elles. La question de l'intégration au paysage ne se posait pas, elle se faisait d'elle-même, grâce à l'emploi de produits disponibles à proximité et directement extraits de la nature. Briques, roses ou grises, pierres, meulières ou de taille. Ainsi, avant la Seconde Guerre mondiale, les couleurs employées dans le bâtiment avaient le plus souvent un aspect technique et pratique, avant d'être purement esthétique. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. C'est bien souvent l'envie de couleur qui détermine la sélection du matériau, dans le logement en particulier. Ainsi, les territoires s'uniformisent peu à peu jusqu'à tendre vers une perte des identités locales. Depuis quelques années, face à la désertification des territoires, les pouvoirs publics et collectivités locales ont mis en place une stratégie de redynamisation des quartiers anciens de centre-ville pour les rendre plus attractifs. En ligne de mire, des actions à mener pour redorer l'image de ces villes, l'urbanisme et le logement privé, entre autres évidemment, et notamment la valorisation du patrimoine bâti et urbain, et le développement de la création architecturale pour réaffirmer ses identités territoriales. Des architectes coloristes dressent alors un portrait chromatique de la ville. Un petit exemple. Nous sommes en 1876. Paris se relève à peine de la défaite de la guerre franco-prussienne et de la Commune. Les grands travaux haussmanniens du Second Empire viennent de s'achever. Ils ont rendu la ville de Paris plus saine, mais aussi plus uniforme, dû à l'obligation réglementaire de l'emploi de la pierre de taille sur les nouveaux boulevards. Pour certains architectes, l'architecture contemporaine doit être repensée. Pour contrer la froideur monochrome installée dans la capitale, la couleur s'introduit alors peu à peu en façade. Les différents pavillons érigés pour l'exposition universelle de 1878 constituent un des exemples les plus emblématiques de cette polychromie monumentale. Parmi eux figure le pavillon de la section Beaux-Arts et son célèbre portique édifié par l'architecte Paul Sédille, célèbre pour la reconstruction des magasins Printemps. Décoré de frises et compositions en céramique, dont certaines mesuraient près de 1,20 m, ce porche monumental fut particulièrement apprécié pour ses 3 fresques, réalisées par le céramiste Jules Lobnitz et illustrant l'architecture, la sculpture et la peinture. À l'issue de la manifestation, ces 3 panneaux seront réutilisés pour servir d'enseigne à l'atelier de Lobnitz, lui aussi bâti par Paul Sédille. Ils sont encore visibles rue de la Pierre-Levée, au numéro 2 et 4 dans le 11e arrondissement de Paris. Fervent théoricien de la polychromie architecturale, Paul Sédille passa sa vie à défendre la polychromie comme un principe universel de l'architecture, dénonçant sa disparition en France depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, la couleur exerce un pouvoir. Les gens ressentent la couleur et l'architecture avec leur sens et avec leur cœur. Ils ne cherchent pas à expliquer pourquoi ils apprécient telle architecture ou telle polychromie ou pourquoi ils se sentent mal à l'aise vis-à-vis d'une autre. Lorsque vous vous sentez bien quelque part, vous ne cherchez pas à analyser pourquoi. Par contre, quand survient un accident dans le paysage, quand un élément vous dérange, vous le remarquez tout de suite.
Dans l'architecture contemporaine, les bâtiments sont souvent des objets posés qui ne s'intègrent pas à leur environnement, d'où le choc visuel. Pourtant, les jeunes architectes ont appris le concept de la dent creuse durant leurs études, soit savoir implanter un nouveau bâtiment en tenant compte de son environnement. La couleur ne doit pas être utilisée comme thérapie d'une architecture défaillante, elle doit en être une des composantes essentielles. Dans le secteur du logement collectif, par exemple, la couleur est de plus en plus appliquée pour essayer de diversifier des standards imposés par des normes ou la recherche de bas coût. Elle intervient alors presque comme cache-misère. Pour éviter cela, la couleur doit être intégrée dans le processus de création architecturale. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau cours introductif à l'architecture. J'espère qu'il vous a intéressé comme tous les autres. Je vous dis donc à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine.